Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs. Alors le week-end dernier, Andrazuel a donc officiellement accepté la décision de la CES et donc officiellement dans une déclaration annulé sa candidature pour les prochaines présidentielles. Oui, donc Andrazuel a pris une sage décision pour beaucoup, puisque donc il a suivi donc le processus électoral, donc il n'a pas contesté la décision de la CES, et en même temps donc là il a désavoué ses, je dirais, collaborateurs qui se sont tous montés au créneau, qui ont même voulu descendre dans la rue. Après donc réflexion, M. Andrazuel sentant aussi peut-être que si il avait résisté pour qu'on soit encore on allait vers un statu quo, il serait sanctionné par le comité international, et notamment donc par la délivrance d'un visa de circulation pour certains pays, et notamment pour le gel de ses avoirs extérieurs. Donc je pense qu'il a pris, donc je dirais, la volonté d'aller de l'avant, comme je dirais, donc d'exclure ses collaborateurs qui, donc, peut-être n'ont pas su gérer la situation comme ils l'entendaient. Donc là, donc, je crois que au sein de la mouvance Razuel, il y a une certaine débandade et que maintenant, il faut, pour remettre les choses sur les rails, que cette mouvance choisisse entre les trois candidats qui sont donc les mieux placés de leur mouvance, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre Camille Vital, le PDS de la commune d'Antananarivo, le ministre des Finances et Razonnar Mapian. Aujourd'hui, donc, la situation se décante, et je pense que sur un autre point aussi, la mouvance Ravalman a un peu mis de l'eau dans son vin, puisqu'elle veut aussi choisir, parmi les 33 candidats, un poulain pour succéder au président Ravalman. Donc la mouvance Ravalman va également se positionner derrière un des 33 candidats. Cela va aller dans ce sens? Moi, à mon avis, donc déjà, ils ont, je dirais, exclu cette politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se retirer donc du processus de la feuille de route, quitter le Parlement, quitter le gouvernement, parce que c'est une politique qui a coûté très cher avant à l'AREMA, quand Ravalman est monté au pouvoir en 2001-2002, et que, je dirais, entre en dehors du pouvoir, donc être dans l'opposition et ne pas participer à la vie publique, ça doit être un handicap lourd à combler pour un homme politique averti. Donc là, je pense que Ravalman, donc même s'il n'abdique pas sur les décisions de la CES sur la forme, donc déjà donc dans la pratique, je pense qu'il est en train de négocier avec les 4 candidats qui étaient ses premiers, je dirais, lieutenants, à savoir l'ancien président du Sénat et ambassadeur Simpson, l'ancien ministre des Finances, qui est quand même Benjamin Davidson, et à l'ancien coprésident de la transition Fétisson, et l'ancien ministre de la Santé, Jean-Luc Robinson. Donc là, donc, je pense qu'il y aura des négociations pour la suite, parce que lui-même, il l'a dit, si la mouvance Ravalman soutient un candidat, c'est lui qui va gagner. On verra, mais en tout cas, on a vu ces sondages, ces manipulations médiatiques qu'on a vues sur les sites et blogs internet, donc de la mouvance, qui dit que si Laura Ravalman était candidate, c'est elle qui gagnerait. Donc ce qu'il faut savoir peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement donc d'un sondage, c'est celui qui est commandé, donc celui qui paie, qui toujours reste gagnant dans les résultats que l'on compte donc diffuser pour l'opinion publique. Mais du côté de Andrazuel, on pense aussi que le poulain, on va dire, va gagner également. Ne risque-t-on pas de se retrouver avec les mêmes conflits, ou bien est-ce qu'on peut se fier à cette déclaration d'Andrazuel de faire une passation en paix et tout ça? De toute manière, s'il veut bien faire donc une passation de pouvoir en bonne et due forme, moi je pense qu'il croit que c'est leur poulain qui va gagner les élections. Mais dans tout ce qu'on a donc dit, analysé depuis, c'est que il y a quand même quelque chose qui est passé sous silence. C'est ce fameux décret qui autorise les autorités politiques
à assister à une propagande, mais sans prendre la parole. C'est-à-dire que les autorités politiques, peut-être, bien entendu, peut-être aussi le président de la transition, le Premier ministre, les chefs d'institution, mais aussi donc les chefs de région. Donc là, je pense que, est-ce qu'il y a vraiment un gage de neutralité, ou bien il n'y aura pas une avance sur le candidat que le Premier ministre va soutenir, ou le président de la transition. Mais en tout cas, la présence, vos soutiens, c'est déjà quelque chose de fondamental, donc dans le choix de l'électorat. Et je pense qu'il faudrait peut-être soulever cette question dans le bon sens, mais pas pour de nouveau créer une cacophonie, mais dans la perspective là où on est, la seule chose que l'on demande, c'est qu'on ne manipule pas la liste électorale, parce que vous savez qu'en 2007, on a recensé 7 380 000 électeurs pour le référendum de 2007, et en 2010, il n'y a eu que 7 150 000 personnes, c'est-à-dire une baisse de 130 000 électeurs, alors qu'il y avait une croissance démographique de 3%. Donc je pense que si la CENI fait bien son travail, il faut qu'on arrive donc à un taux maximum, donc j'ai dit d'inscrits, pour pouvoir un taux de participation conséquent, et c'est à ce niveau-là donc qu'il faut maintenant travailler, puisqu'on est maintenant dans la période technique d'organisation électorale, pour ne pas qu'il y ait des conflits demain après-demain, concernant cette élection. Voilà. Actuellement aussi, certains proposent de lever la suspension de la propagande électorale pour mieux faire connaître à la population les programmes des candidats. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet ? De toute manière, une élection présidentielle, c'est une élection donc à base donc de charisme, surtout. Donc il faut que la personne soit connue. Le programme vient après. C'est pas comme un programme pour les élections législatives. Donc, effectivement, la seule chose qu'on demande aux candidats, c'est de prendre des engagements pour que la population comprenne et que cette personne soit connue, soit perçue comme, je dirais, dans le cas actuel, comme le sauveur de Madagascar. Et effectivement, il faut que les participants, les candidats, fassent une sensibilisation de leur programme et que peut-être que la levée d'une suspension pour la campagne électorale est peut-être une bonne chose, notamment pour ceux qui sont en retard donc dans leur confection de programme. Donc là peut-être c'est pour mettre une égalité des chances pour tout le monde. Là je pense que c'est peut-être nécessaire. Et enfin, sur le plan plutôt économique, l'on sait depuis quelques années les difficultés du trésor public, mais là actuellement la situation serait critique. Oui, donc d'après toujours la direction générale du Trésor, c'est qu'il y a déjà des problèmes dans la gestion des deniers publics. Donc il y avait beaucoup de détournements. Il y a aussi donc une carence dans les procédures d'octroi de marché public. Il y a ceux qui ne respectent même pas, donc je dirais, les lois et textes concernant donc l'obtention de subventions. Tout cela donc conjugué avec donc la suspension des aides budgétaires, donc des aides internationales qui sont néfastes donc au fonctionnement du budget national, puisque 70% de notre budget dépend de l'extérieur. Et comme vous dites, peut-être que le régime se réjouit d'avoir jusqu'à présent pu payer les salaires des fonctionnaires, mais d'un autre côté, tous les projets, je dirais de développement, tous les projets sociaux ont été suspendus, et comme vous savez que ça a des conséquences sur la santé publique. Par exemple, le taux de malnutrition a augmenté, les centres de santé de base, beaucoup ont fermé, la déscolarisation, je dirais, des enfants, et d'un autre côté, même sur le plan social, ce que je dirais, sur l'adduction en eau potable, il y a une baisse vraiment donc de la fourniture des services essentiels. Donc même les médicaments, même les choses les plus élémentaires, donc Madagascar vit dans une telle pauvreté que le trésor public peut-être tire la sonnette d'alarme, parce que, déjà, là, il y a la suspension donc des droits, ces taxes sur les produits pétroliers, puisqu'on subventionne les compagnies pétrolières, la suspension de droits et taxes des impôts sur les revenus salariés concernant les militaires, etc., etc. Donc il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements
qui fait que le Trésor public n'arrive plus à subvenir donc à certaines dépenses et qu'on craint même demain après-demain qu'il y aurait donc une sorte de pénurie en termes donc de, je dirais, liquidité pour faire fonctionner donc l'État en ce moment. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la sonnette d'alarme, eh bien, il faut bien donc la tirer parce que il y a ce que j'appellerais une sorte d'abus, je dirais d'abus de la part de certains responsables concernant la gestion de ces deniers publics. Et là, je repose la question, comme quoi, par exemple, sur les 100 millions de dollars que l'on a, soi-disant, octroyés de fiscaux, est-ce que, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu, constaté, par un ordre de recettes, de la direction du budget à la Banque centrale, au Trésor, sur ces fameux 100 millions de dollars de fiscaux, alors qu'après, on a vu que déjà plus de la moitié en 2011, en 2012, de cette somme a été dépensée dans le budget général. Enfin, c'est peut-être compliqué ce que je dis, mais il y a un dysfonctionnement donc, dans la gestion des deniers publics et on remercie, je dirais, les responsables du Trésor qui ont vu en toute transparence et qui ont éclairé quand même les yeux des économistes et des spécialistes des finances publiques malgaches pour que l'on sache demain ce qui va advenir de ce pays quand on renégociera avec les bailleurs de fonds sur certains programmes. Donc là, je pense que on devrait avoir un certain courage. Le candidat qui sera là devrait avoir faire un audit et déterminer les responsabilités pour que l'impunité ne revienne plus. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir suivis. Je vous remercie, Franck Amarson. Merci, Nicole. À la prochaine, donc, c'est pour jeudi matin.